Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Masque Ils ou ont pas bien terre. fait. Masqué ou pas. Maston Pater, excellent. S'il continue Magique. alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour une série de 3 épisodes, les 11 choses à suivre en NFL. Vous l'aurez compris, on est 7, on a fait au moins 3 duos. On verra si Trey se greffe à l'un de ces duos pour nous partager ces choses à suivre. Mais aujourd'hui, pour le faire, premier duo, je suis avec Alexandre. Alexandre, comment ça va ? Salut GG, salut tout le monde. Écoute, ça va très bien et on espère en tout cas hyper les gens pour cette saison 2025 qui me semble en tout cas très très intrigante et très sympa à suivre. Surtout on en a parlé durant les Build of Season. C'était beaucoup d'invités qui nous ont parlé en bien ou en mal de leur équipe. Donc on espère qu'il y a des choses sympas à suivre durant cette édition 2025. Ouais, bah je n'en doute pas, tu viens de parler de la série des bilans d'intersaison transition magnifique. Si vous prenez le bateau du front office en chemin, c'est toujours le moment. On a fait 32 épisodes sur les 32 équipes lors de cette off-season. 2 épisodes entre 45 minutes et 1h15 en fonction de la franchise et ce qu'il y avait à dire. Il y a de quoi occuper vos vacances, clairement. Ça vous permet de voir ce qui s'est passé l'année dernière, ce qui s'est passé pendant la off-season et ce qu'on pense un peu équipe par équipe pour la saison à venir. Là, voilà, vous l'avez bien compris, on est sur une thématique pendant cette off-season de on a enclenché la vitesse, ça y est, on est en direction de 2025-2026 et on va pouvoir se faire plaisir. Avant ça, instant promotionnel. Pour ceux qui ont l'image, vous le voyez à l'écran. Pour les autres, je vais le dire. Vous pouvez nous suivre le front office sur Twitch, sur X, sur YouTube, sur Instagram, sur Thread et surtout, rejoignez-nous sur Discord. Alexandre, je te propose qu'on lance cet épisode. Les gens l'ont compris. 11 choses à suivre. On en a 5 chacun. Et vu qu'on n'est pas très bon en maths, il nous restera un 11e sujet. Je te propose qu'à ce moment-là, sans les creuser, on parle d'une ou deux choses qui nous sont passées à l'esprit comme ça. Et si on voit qu'il y a un sujet qui mérite plus qu'un autre de creuser ou qui intéresse aussi l'autre, on relancera là-dessus. On va suivre le petit fil de notre épisode. Je reprends le conducteur. Hop, on a tellement d'onglets. J'adore révéler les offs, mais on a PA qui nous a fait un tableau pour la off-season avec tout le calendrier des épisodes, des onglets pour les conducteurs de chaque épisode. Je peux vous dire, c'est une mine d'or. Tu Selon... sens les gros fans d'Excel quand même. Ouais. C'est vraiment un plaisir, je pense, pour lui. C'est une seconde nature. Ah, c'est un kink. Très clairement, c'est un kink, je pense. Je suis sûr qu'il a un peu la chair de poule quand il ouvre un tableau d'Excel vide et qu'il se projette déjà sur ce qu'il va pouvoir mettre dedans. Quand il met des formules, je pense qu'il a les poils qui s'hérissent à chaque fois qu'il met une formule dedans. Donc, Presque autant que quand il voit jouer les Patriots. ouais, je te jure. Allez Alexandre, on va commencer avec un premier sujet. On va pas dépayser la communauté puisqu'on va être sur le poste de quarterback. Tu vas nous parler de 2 jeunes joueurs qui devraient vivre leur première saison complète dans les chaussures d'un titulaire. Bah ouais, c'est ça. Je vais parler de JJ McCarthy et de Michael Penix qui vont vivre leur première saison en tant que titulaire. Alors oui, Michael Penix a quand même déjà joué l'année dernière quelques matchs, mais bon, c'était sur la fin de saison et Atlanta n'avait quasiment plus rien à jouer en fin de saison. Donc là, on va vraiment savoir de quel bois il se chauffe en fait. Et honnêtement, moi, ces deux quarterbacks, c'est deux quarterbacks qui sont quand même sélectionnés dans le top 10 de la dernière draft de l'année dernière, donc 2024. Et c'est vrai que cette année 2025, on n'a pas eu énormément de quarterbacks qui vont être titulaires aussi dans des équipes. Donc derrière nous, ça va nous permettre d'avoir pas mal de contenu, d'avoir des jeunes joueurs à suivre sur ces positions-là, qui est toujours la position la plus importante de ce sport. Et honnêtement, je suis hyper intrigué par ces deux joueurs, parce que Michael Penix, on sait qu'il avait fait une grosse saison 2024 avec Washington, avec son université de Washington, en finissant deuxième au Heisman derrière Jayden Daniels. Donc, on sait qu'il a des qualités. C'est un joueur qui, quand même, a montré des très belles choses. Il a un bras énorme. Il a un bras qui est capable de lancer avec vélocité, tout en puissance.
très bonne vision de jeu et je pense que des joueurs comme Drake London, Bijan Robinson en sortie de backfield ou même des Darnell Mooney peuvent vraiment continuer à progresser et performer encore plus avec ce style de quarterback-là. Quarterback gaucher, donc assis un peu différent, donc je pense qu'il y aura aussi également un temps d'adaptation pour toute l'offense au global. Mais non, très clairement, très content en tout cas de voir que Michael Penix va être titulaire l'an prochain. Et de l'autre côté, JJ McCarthy, pareil, Darnold, ils sont séparés de Darnold durant la off-season des Vikings. Donc, moi, je suis assez impatient de voir ce que ça va donner avec la connexion Justin Jefferson, Jordan Addison. Il a quand même des très belles armes, on va pas se mentir. L'équipe des Vikings, c'est une Ouais. très belle équipe, surtout en offense. Il sera bien protégé également. Donc, je pense que JJ McCarthy tombe dans une franchise où vraiment, même Michael Penix, je pourrais comparer vraiment les deux. Je trouve ils ont des armes, ils ont une bonne protection, un bon jeu au sol. Donc, honnêtement, c'est deux situations assez similaires. C'est pour ça que je voulais en parler. Et les deux, je pense, ils n'ont pas vraiment le droit, on va dire, à l'erreur tout de suite. Peut-être dans un premier temps, on va leur laisser un peu de temps d'adaptation. Mais je pense qu'on va vite avoir des exigences avec ces deux joueurs-là. Ouais, je suis totalement d'accord. Surtout que les Vikings, même si ça a rien donné en playoff, on sort d'une saison de Darnold qui a été largement au-dessus des espérances qu'on avait quand on voyait le joueur qu'il était. Donc, il a quand même mis des standards où voilà, McCarthy, là, il n'y a plus de backup, on l'attend vraiment en tant que titulaire. Et Penix, faut faire attention du côté de ces Falcons que ça prenne bien parce que ils ont drafté très haut beaucoup de joueurs, Kyle Pitts, Bijan notamment sur l'attaque. Et au bout d'un moment, et Penix du coup, et au bout d'un moment, si les mecs remplissent pas le contrat, en fait, tu vas juste repartir encore sur un nouveau cycle. Et ce serait dommage parce que les Falcons, ils ont pas mal renforcé la O-line depuis 2 ans. C'est pas encore parfait, mais c'est en très bonne voie. Ils ont bien renforcé la défense depuis 2 ans aussi. Ils ont, pour une fois, réussi leur draft sans trop de contestation, puisque d'habitude, les choix hauts du joueur offensif, ça faisait un peu jaser chez certaines personnes. Là, visiblement, ils ont fait des gros home runs, donc hyper curieux de voir ce que ça va donner. Je suis totalement d'accord avec toi. Je vais parler d'un... J'enchaîne, hein. Très très jeune quarterback aussi, Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, je suis hyper curieux de voir sa dernière danse, puisque cette saison sera à 99,9% sa dernière en NFL. Si j'en parle, c'est pas seulement de ce que j'attends sur le plan sportif, je pense que faut, avec ce genre de joueur, il faut savoir prendre du recul et se dire qu'on va avoir une page d'histoire se tourner. On parle d'un des meilleurs QB de toute l'histoire de la NFL. J'espère vraiment que ces Steelers vont tenir debout. J'y crois pas trop parce que je l'ai déjà un peu dit sur des précédents épisodes, j'ai l'impression que c'est un peu l'année où... et ce serait très Aaron Rodgers d'avoir ça. Hein. Ce serait l'année où la défense va commencer à décliner. C'est vraiment une des convictions fortes que j'ai. Ce serait très triste, mais voilà. Il a de quoi faire un beau duo avec DK Metcalf. Il y a moyen que ce soit assez spectaculaire sportivement s'il y a un receveur 2 qui émerge de là-dedans. Ils ont signé Jonnu Smith aussi. Est-ce qu'il va réussir à confirmer la saison qu'il a fait chez les Dolphins? Il y a un peu de jeu au sol, avoir la tête de la O-line. On va espérer pas trop de blessures. Mais voilà, vraiment, c'est ce côté prendre du recul. Je vais profiter qu'on soit tous les deux et qu'on aime beaucoup la balle orange. J'ai un petit parallèle Kevin Durant, moi, pour Aaron Rodgers, où je trouve que c'est des mecs giga talentueux, qui ont souvent été remis en cause pour leur leadership, mais qui sont des techniciens du jeu magnifiques, et qui, pareil, il y a ce truc de je vais faire une dernière danse chez un outsider. Voilà. Vraiment, j'ai hâte de la saison d'Aaron Rodgers. J'espère qu'elle va durer plus de 3 snaps. Voilà. Ouais, donc concrètement, je suis plutôt d'accord avec toi. Et puis, comme tu dis, une légende quand même du jeu, mine de rien, malgré tout ce qu'on peut penser du bonhomme, hein, quand même. Mais ça va être intéressant. Je pense quand même que les Steelers vont être à la bataille pour les playoffs. Donc, il y a quand même un objectif et un enjeu qui sera non négligeable. On espère un dénouement heureux quand même pour une fin de carrière, même si on a un peu plus de doutes. Mais en tout cas, je pense que dans tous les cas, la saison des Steelers sera quand même assez intéressante à suivre. Scénario idéal pour les playoffs. Premier tour contre un adversaire de division.
au hasard Baltimore qui arrive en tant que favori. La Aaron revanche. Rodgers qui les découpe, mais vraiment qui les dissèque, qui explique à Lamar Jackson comment on fait une passe. Et derrière, tour d'après, tu joues les Chiefs, tu te fais gifler par Mahomes en t'étant bien défendu quand même, avec un match de Rodgers sans trop d'erreurs. On continue la passation de témoins entre grands QB. L'histoire s'arrête bien, tout le monde est content. Voilà, c'était ma petite histoire Disney du matin. En vrai, je pense que ouais, passer un tour de playoff, dans tous les cas, la saison sera réussie pour les Steelers, hein, Ah à bah ce oui. moment-là. Bah déjà, aller en playoff, la saison sera réussie, hein. Ouais, voilà, c'est Clairement. à voir ce que tu fais vraiment dans tes Ouais. playoffs, mais bon, au moins si tu arrives à passer un tour déjà, ce sera une belle perf quand même. Ah ouais, vu la tête de l'AFC, clairement. Allez, on va enchaîner avec ton deuxième sujet et c'est merveilleux puisque les transitions sont parfaites. C'est le successeur d'Aaron Rodgers chez les Jets. Tu vas nous parler de Justin Fields. C'est ça. Moi, je me posais la question si c'était pas la saison de la dernière chance pour Justin Fields, parce que c'est quand même un quarterback qui a été sélectionné à la draft 2021 ou 2020. Là, j'ai un petit doute, mais au moins ça fait quelques années en tout cas qu'il est quand même dans le circuit, qu'il a eu pas mal d'années titulaires. 3 années titulaires chez les Bears. Il a commencé titulaire l'an dernier chez les Steelers et Russell Wilson a pris la place. Et là, visiblement, il a chopé un contrat chez les Jets en tant que bridge, un quarterback. De toute façon, on sait un peu dans quelle direction veulent se diriger les Jets. Mais je me demande si c'est peut-être pas vraiment sa dernière chance d'être véritablement titulaire dans une équipe en NFL. Avant d'entamer un circuit de backup pour de longues années, comme d'autres quarterbacks avant lui l'ont bien connu. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup d'interrogations sur Justin Fields. J'en avais parlé durant l'épisode des Jets avec Alex, que je vous invite à aller écouter. Mais je trouve que c'est un quarterback qui, en tant que lanceur, a beaucoup de lacunes. C'est quelqu'un qui se focus vraiment, on va dire, sur sa première lecture et qui a du mal à avoir plusieurs types de lecture sur ses lancers, en tout cas dans son jeu. Et je trouve que c'est des jeux un peu stéréotypés. Donc derrière, si je vois que ma cible numéro 1 est fermée, enfin en tout cas n'est pas open, bah, je vais courir et je vais gagner des yards comme ça. Donc ça peut être efficace dans un premier temps, mais je pense que ça a ses limites et on l'a vu durant ses plusieurs passages dans différentes équipes. Même si l'année dernière, il a montré des belles choses quand même aux côtés des Steelers. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus le voir trop beau tel qu'il est. Donc, en tout cas, après, moi, j'ai rien contre le bonhomme. J'aimerais bien qu'il arrive à, en tout cas, montrer tout le potentiel qu'on pensait de lui à sa sortie d'Ohio State et qu'il nous fasse peut-être une Baker Mayfield dans les performances et à réussir comment dire, à proposer, à soulever en tout cas un trophée peut-être dans le futur, mais en tout cas peut-être surtout à montrer que les Jets ne soient pas une si mauvaise équipe que ça. Et ce serait surtout avec des belles performances de leur quarterback qui pourraient s'en sortir cette année. Je pense que vraiment c'est le facteur X de cette équipe dans tous les cas. Et on verra bien si 2025 c'est vraiment l'année ou pas de la confirmation ou l'année comment ça s'appelle, de la dernière chance, comme je l'ai dit sur Justin Fields. Ah ben, en plus, au-delà de gagner un trophée, tu as pris l'exemple Baker Mayfield. Moi, c'est marrant, quand tu as commencé à parler de Fields et de bridge quarterback, j'ai aussi pensé à la situation de Jared Goff quand il est arrivé chez les Lions, qui devait être potentiellement un bridge. On ne savait pas s'il allait être un titulaire à long terme. Il y a des exemples de mecs qui ont réussi, il y a aussi des exemples de mecs qui ont disparu. Et j'avoue, pareil, moi je suis un assez grand fan de Fields. Très très curieux de voir de quel côté va tomber la pièce pour lui. En tout cas, c'est pas si grave qu'il ait une seule lecture, puisque chez les Jets, il a une seule cible. Donc comme ça, je pense que Garrett Wilson va bien manger cette année. Ouais, c'est possible. Et je pense que là, comme ça, si j'ai un peu de nez, je dirais que s'il y a un cornerback pas trop mauvais, mettons entre Justin Fields et Garrett Wilson, normalement, tu devrais choper quelques ballons au passage, quoi. C'est ça. Non, et puis je me souviens aussi de sa dernière saison aux Bears, quand il est titulaire, il fait quasiment milliard au sol. Ouais. Donc ça aussi, c'est un aspect de son jeu qui est ultra important. Est-ce que les Jets vont remettre cet aspect-là en avant? Est-ce qu'on va essayer de le faire plus lancer? Mais si tu le fais plus lancer, tu connais ses lacunes aussi, donc ton équipe, à un moment donné, va se retrouver dans des situations compliquées. Donc je pense que les Jets sont au courant des forces et faiblesses de Justin Fields et ils vont pas non plus lui demander de les envoyer de mettre 400 yards par match sur le terrain. Donc on va voir ce que ça dit, mais en tout cas très intrigué par cette saison. Les play action avec balle en main, Justin Fields
potentiellement Breece Hall ou Braylon Allen pour courir et Garrett Wilson qui fait les tracés derrière. Si le coach est pas trop mauvais, il y a moyen que de temps en temps, il puisse quand même faire avancer le ballon sur le terrain. Ah, bah, je pense que les play action, comme tu le dis, on va en voir souvent du côté des Jets, hein. Bah, j'espère, hein. Franchement, les Titans, avec un niveau de talent très limité, ont réussi à être premiers d'AFC à peu près comme ça. Donc, avec Tannehill, Derrick Henry et, A.J. Brown, hein, avant qu'on ait la merveilleuse idée de le transférer. Visionnaire. Ah, ah ouais, franchement, les Titans, ils ont à peu près autant de nez que moi. Écoute, les Jets, si ça fonctionne pas, ils vont pouvoir switcher rapidement. Et moi, je me pose une question. Combien d'équipes vont finir par tanker en prévision de la draft 2026 qui est, semble-t-il, pleine de quarterbacks? On a bien fait d'être en duo ensemble parce que tu auras les noms mieux que moi, mais j'ai vu Nussmeier, j'ai vu potentiellement Manning, même si tout le monde n'est pas sûr qu'il arrive dès 2026. Et globalement, hier, je regardais un peu les différentes mocks. On pourrait avoir 6 à 7 QB dans les 2 premiers tours. Yamal et Ava aussi. Non, il y en a plein. Il y a Drew Allard qui est à Penn Voilà. State. Il y a Sam Leavitt qui a fait une super saison à Arizona State. Il y a du Fernando Mendoza qui a été transféré à Indiana. Donc, non, honnêtement, là, j'ai sorti quelques noms, mais il y a aussi du Lanoris Sellers à South Carolina qui a un profil ultra intriguant aussi. Donc, J'ai il y pour a, dire que Fernando Mendoza, je suis désolé, je pense qu'il faut qu'il arrête maintenant. Il n'a pas un nom à être quarterback en NFL. il a un nom de cartel. Il a travaillé dans un cartel, mais pas un nom à être QB. Non, mais où tu vois, être la nouvelle pépite ouais, colombienne qui va venir jouer à Porto et qui derrière va signer à Barcelone, mais pas être quarterback des Jacks, par exemple. Non, J'ai mais du mal à me projeter là. en tout cas, tu as raison de mentionner la QV de l'année prochaine de 2026 et aussi de 2027, hein, parce que visiblement, il y aura beaucoup de joueurs aussi qui peuvent se présenter l'année prochaine qui ne seront pas forcément éligibles, enfin, qui n'auront peut-être pas envie de se présenter et qui vont peut-être attendre leur année senior pour le faire, comme Arch Manning pourra le faire par exemple. Donc, ça va être hyper intéressant déjà cette saison universitaire à suivre. Et visiblement aussi, bah, comme tu l'as dit, beaucoup de talent sur cette position-là et quelques équipes aussi qui ont des besoins sur cette Bah ouais. position-là, hein. Je pense aux Jets, je pense notamment aux Browns, je pense à d'autres équipes quand même. Il y a peut-être des fins de cycle qui vont arriver plus rapidement que prévu pour des équipes qui ne Ouais. performent pas. Et c'est toujours la question aussi de savoir quelle va être la stratégie de ces équipes-là à la draft. Et donc, honnêtement, je pense que comme ça s'est passé un petit peu cette année, il y a eu un shift un petit peu vraiment à partir de la week 5, week 6, où des équipes étaient en 1-4, ils se sont dit, bon, allez, on lâche la saison et on va tenter le tanking. Et on l'a vu avec beaucoup d'équipes. Cette année, je trouve qu'en 2024, il y a eu beaucoup d'équipes qui ont tank, ou en tout cas qui ont tenté de le faire. Et quand tu regardes des équipes ont fini en 3 entre 3 et 5 victoires, je crois que tu as à Ouais. peu près 10 équipes qui finissent dans ce range-là, ce qui est quand même assez énorme. Et c'est pas toutes les années qu'on a ce type de bilan pour chaque équipe, enfin, en tout cas pour une grosse partie des équipes. Donc non, je pense que ce sera pas au même niveau que l'an dernier, mais je pense qu'il y aura quand même au moins 3-4 équipes qui vont tanker fort à un moment donné. Ouais, et encore, pas au niveau, je suis pas sûr, hein. Même au niveau des QB, on en avait parlé dans la saison dernière, mais il y a un peu un renouvellement de génération qui est pas encore totalement établi. Là, tu prends le nombre d'équipes où tu as des QB qui sont dans leurs 5 premières années dans la ligue, dont certains qui ne sont pas parfaitement établis, hein. Tu as parlé de Justin Fields, il démarre titulaire. On n'a aucune idée de si en 2026, ce sera encore un profil de titulaire. Penix, si au final ça marche pas, qu'est-ce que tu fais chez les Falcons? Potentiellement McCarthy, pareil. Il y a des équipes, les Cowboys derrière Prescott, ça a tradé pour un jeune, mais tu l'as jamais testé, tu sais pas. J'espère que non, mais les Titans, Cam Ward, t'es pas à l'abri que ça fonctionne pas. Ouais, Enfin, mais après, je pense que toutes ces équipes-là, Falcons, que tu viens de citer, Falcons, Vikings, Titans, qui ont un quarterback qui va commencer une première vraie saison en tant que titulaire, je pense qu'ils vont laisser au moins 2 ans pour voir. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu le barème, enfin, en tout cas, le baromètre pour juger un quarterback, ce sera 2 ans. Et si tu vois qu'au bout des 2 ans, il t'apporte rien et tu vois rien de spécial, je pense qu'ils vont s'en séparer. ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une perte de patience chez pas mal de monde, tu vois. J'ai l'impression que les équipes sont moins frileuses à tourner des pages, mais en tout cas, voilà, on sait que
Si tu reprends la NFL d'il y a 7-8 ans, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être un peu plus de quarterbacks bien établis, et on parle que des QB, mais en plus, j'ai l'impression quand on regarde les mock drafts, qu'il y a des joueurs avec tellement de talent que les QB sont pas forcément 1, 2 et 3 comme c'est arrivé dans certaines années. Donc voilà, potentiellement, très curieux de voir est-ce qu'on va avoir une NFL un peu coupée en deux. Bah, toujours pour parler jeunes joueurs, pour parler draft, toi aussi, il y a une escouade, un profil de joueur qui va faire ses débuts. C'est la classe de running back où je me rappelle dans les fiches draft, tu disais que voilà, même quand on descendait au-delà de la 10e place, il y avait vachement de talent. Donc je vais te laisser parler de la QV de cette année. Oui, bah écoute, comme je l'avais dit durant les épisodes draft avec PA, c'est une des QV de running back les plus complètes qu'on ait vues de ces dernières années, je trouve. Je pense depuis 10 ans, il y a dû avoir la classe de 2017 qui était une très bonne QV, notamment avec McCaffrey, Camara, etc. Mais non, très sincèrement, c'est une des meilleures QV que j'ai eu l'occasion d'analyser. J'espère en tout cas que sur le terrain en NFL, que ça se concrétise, et ça va être une de mes grandes curiosités. On l'a dit, hein, il y a eu quand même 2 premiers tours en running back, c'est pas le cas tout le temps. Ouais. Tu regardes au deuxième ou au troisième tour, pareil, tu as eu, je pense, entre 6 et 7 running backs choisis dans ces tours-là. Et quand tu regardes les fins de draft, tour 4, tour 5, tour 6, tu as chopé beaucoup de joueurs qui peuvent vraiment tout de suite jouer, en fait. Et toujours des profils différents. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi dans ces QV-là. C'est que tu as des profils un peu speedster, tu as des profils de running back qui vont jouer 3 tentatives, qui peuvent te manger 20 portées, 25 portées par match. Ça, ce sont ceux qui ont été pris durant les premiers tours notamment. Tu as aussi les profils un peu plus physiques, tu as des profils un peu plus pass-catcher. Donc non, honnêtement, cette draft, il y avait à boire et à manger dans cette draft, je trouve, sur cette position-là. Et beaucoup de joueurs avec beaucoup de talent. Donc je pense notamment à du Genti, du Marion Hampton. Ouais. Ça, c'est des joueurs qui vont avoir tout de suite des responsabilités. On va voir ce que ça donne les problèmes extrasportifs de Quinshon Jenkins, mais au Browns aussi, lui, il avait un boulevard pour être le numéro 1. J'ai cru Caleb que t'allais Johnson dire, aussi. j'ai cru que t'allais dire il avait un boulevard pour avoir des ennuis judiciaires. Bon, je pense qu'on peut dire les deux, hein, tu vois, mais honnêtement, on espère qu'on va peut-être le voir sur un terrain un jour, donc ça aussi, ça va être à surveiller. Mais en tout cas, il y a beaucoup de running backs qui ont des grosses opportunités dans leurs équipes respectives. Je pense aussi à Denver qui ont chopé R.J. Harvey, qui va être vite titulaire, je pense aussi. Le mec de Trevion Vince. Anderson. Oui, voilà, même avec Dobbins, je pense en tout cas, il y aura un one-two punch qui va se mettre en place dans un premier temps et il va prendre la majorité des snaps au fur et à mesure. Trevion Anderson, pareil, c'est un profil un peu différent de Ramondre Stevenson aux Patriots. Donc je pense dans un premier temps aussi, les deux vont avoir pas mal de snaps ensemble, mais au fur et à mesure, je pense que Trevion Anderson va prendre la place de numéro 1. Donc en fait, c'est dans les situations dans lesquelles ils sont tombés, je pense qu'il y aura quand même beaucoup de running back de cette QV qui vont, au fur et à mesure du temps, peut-être pas de cette année 1, mais peut-être sûrement aussi en année 2, année 3, prendre la place de titulaire. Et en fait, c'est pour moi que cette année, il y avait vraiment un gros changement dans le paysage des running backs en NFL. Et je pense que cette QV de draft en est vraiment l'exemple même. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Déjà curieux de voir ce qu'ils vont donner. Il y a des duels entre guillemets dans pas mal d'équipes, mais on se fait un peu le constat aussi depuis 2 ans de voir qu'il y a de plus en plus de comités. Et du coup, ça a un peu aussi redoré la position de running back. On l'a dit souvent, les mecs étaient moins bien payés qu'à d'autres positions. Les équipes voulaient pas donner trop d'argent à des mecs qui étaient un peu là pour être de la chair à canon. Et en fait, j'ai l'impression que la solution à ça, c'est justement ces comités. Il y a encore quelques équipes où tu as un vrai numéro 1, et encore, il est souvent accompagné d'un numéro 2 pas dégueulasse. Tu prends derrière Derrick Henry à Baltimore, il a souvent eu des bonnes doublures. Tu prends Bijan chez les Falcons, il a eu Algier. Enfin, il y a quand même des mecs qui sont bien, bien doublés. Mais j'ai l'impression qu'on est de moins en moins sur des équipes où tu as un seul mec tout seul et où en fait ouais, les franchises, elles se rendent compte qu'elles ont besoin d'au moins 2 joueurs de talent, voire 3, et surtout, comme tu le disais, que les profils soient variés, quoi. Si ton numéro 1, c'est un nord-sud très puissant qui capte pas trop de ballons, tu as envie que ton 2 ou ton 3, il soit aussi receveur que running back, quoi. Ouais, non, totalement, totalement. Puis non, honnêtement, il y a
Pour les fans de fantasy, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être attentifs à la production de ces rookies aussi, donc ça va être sympa à suivre également. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Dans les choses à suivre aussi, tous les ans, on a une équipe un peu surprise, un peu darling, qu'on adore suivre et qui dépasse absolument toutes les espérances. Et je me suis posé la question un peu. J'ai essayé de regarder les rosters, les calendriers, les évolutions et de me dire, putain, mais qui va être la darling de la saison prochaine, quoi. J'aurais adoré, avant la saison précédente, que quelqu'un me dise, cette année, regarde les Commanders, je le sens bien. J'aurais vu encore un peu plus de matchs. Non, mais voilà. Je me suis mis des noms comme ça. J'en ai mis 2 en AFC, 2 en NFC. J'avais les Jets, les Broncos en AFC, les Panthers et les Cards en NFC. Je suis curieux, c'est pour des raisons différentes, hein, mais je me dis que les Jets sont dans une div qui, globalement, derrière les Bills, il y a de la place. Ça va être les Pats ou eux. Je crois pas trop aux Dolphins. Potentiellement, tu as le droit de rêver à aller chercher déjà 3-4 matchs dans ta div. Si les choses se goupillent bien, pourquoi pas? Je pense que leur défense va rebondir en plus. Donc, ça fait passerelle avec ce que tu disais, hein, mais pas mal de choses vont être dans les mains de Justin Fields et de cette attaque. Voilà, j'ai évoqué les Broncos. On n'est pas nombreux, mais on est quelques-uns à penser que les Broncos vont gagner cette div. Que les Chiefs, pour une fois, vont peut-être un peu moins marcher sur la saison régulière. C'est dur de parier contre les Chiefs, mais voilà. Bonix, à voir si ça confirme, hein. Mais il a montré des belles choses. La défense des Broncos, elle est effrayante. Franchement, elle est top 5. Pour moi, elle est top 5 de la ligue, la défense des Broncos. Et en attaque, il y a quand même des belles armes. Donc, voir ce que ça va donner. Et en Pour NFC, qu'ils soient darling des Broncos, il faut quand même qu'ils aillent chercher, je pense, 12 ou 13 victoires, hein, parce qu'ils sortent quand même d'une saison à 10 victoires, tu vois. ouais, mais tu vois, c'était un peu. C'était déjà pas mal, mais c'est un peu. Ouais. Tu fais 10 victoires, t'es surpris par Bonix, mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que ouais, pour moi, il faut aller chercher genre 12 wins et la victoire dans la diff, quoi. Et là où tu te dis, oh, ok, c'est pas mal. Tu vois un peu pareil, nouveau parallèle balle orange. Le Thunder, la première fois que c'est arrivé tout en haut de l'Ouest, où ça a buté en playoff, mais où t'es dit, ah, il se passe quelque chose dans cette franchise. Ouais. Bon, je vais pas dire que c'est tout ce qu'on souhaite aux Broncos, vu qu'en tant que fan des Raiders, tu ne souhaites absolument pas ça aux Broncos. Je ne souhaite pas leur bonheur, non, très clairement. Mais voilà, je suis hyper curieux. Et de l'autre côté, hein, pas très, très original, mais Panthers et Cards. Panthers, pareil, la division, franchement, moi, je pense que les Bucks sont un peu moins forts que l'année dernière, même si l'attaque a l'air brillante. Ça peut faire partie de ces équipes-là qui commencent à vieillir et qui peuvent buter. Les Saints, globalement, eux, ils rejoignent plutôt le thème qui va tanker en 2026. Je pense qu'on n'a pas trop à avoir peur. Après, à voir ce que vont faire les Falcons. Mais potentiellement, les Panthers peuvent se positionner devant les Falcons. Ça ne me surprendrait pas. Et si les Bucks chutent un tout petit peu, on l'a vu l'année dernière, hein. Cette div, elle s'est jouée à 2-3 victoires vraiment dans le sprint final. Donc voilà, si les Panthers arrivent à gagner leur div et du coup à se mettre en plus dans une position confort pour les playoffs, pourquoi pas les imaginer passer un tour? Et là, si on voit Bryce Young passer un tour de playoff, par rapport à là où il partait, je pense que le mode darling, il serait pas du tout, Ouais. Non, très clairement. pas du tout volé. Et enfin, les Cards, c'est un peu... les Cards, j'ai l'impression que c'est une équipe assez sympathique, entre guillemets, pour tout le monde. Tu vois, c'est un peu ce truc, Kyler Murray, est-ce que c'est vraiment franchise quarterback? Je sais pas, t'as envie de lui laisser du temps. Il y a des joueurs genre Marvin Harrison, Trey McBride en attaque, ça te donne quand même envie de les regarder. La défense qui a quand même pas mal progressé. Et une division, encore une fois, où les Niners, on ne sait pas trop où ça va. Les Rams, est-ce que vraiment ça va réussir à se maintenir? Stafford, notamment, prenant de l'âge. Les Seahawks, il y a eu pas mal de mouvements. Donc, voilà, il y a des profils. Peut-être que ça va être aucune de ces quatre et que, comme bien souvent, je tape à côté. Mais je suis curieux et moi, ça, c'est 4 des équipes que j'ai envie de suivre en début de saison, quoi. De toute façon, il y a toujours une équipe que Ouais. personne ne voit venir et qui surprend un petit peu, que ce soit grâce à leur bilan ou grâce à leur calendrier qui leur a permis d'avoir atteint un bilan
un bilan comme cela, on l'a vu avec les Commanders, et Houston l'année d'avant, il y a toujours une équipe que personne n'attend qui arrive à step up et à être l'équipe que tout le monde a envie de regarder cette année. Ouais. Et Houston, typiquement, eux, ils cochaient la case de « je suis dans une division faible ». Souvent, c'est un facteur qui te permet quand même de... Tu vois, si tu gagnes 4 de tes 6 matchs de division, t'as fait quasiment la moitié du chemin jusqu'au playoff. Hein. C'est ça. Mais tu vois, pour en citer d'autres, moi je pense que tu vois des équipes comme les Titans, si Cam Ward au final ça devient un crack, peut-être au final ça va être une darling. Les Bears, en vrai, si Caleb Williams et que Ben Johnson ça met tout en place, au final ça peut vite être une darling aussi. Donc non, honnêtement, il y aura forcément une équipe qui va surprendre tout le monde. Et ça va être cool de voir qui va avoir ce titre honorifique de darling de 2025. Je crois que les Bears, dans les cotes, ça doit être le candidat numéro 1 à ça. Les gens, ils se disent « oh, il y a plein d'armes, il y a Ben Johnson, c'est parti ». Ouais. Je pense qu'on doit être pas loin d'un petit raccourci comme ça. Écoute, en parlant de surprise, moi j'ai vu dans notre conducteur ton troisième sujet. Ça m'a fait bien plaisir parce que je pense vraiment que c'est une franchise qui peut rebondir. Tu vas nous parler des Cowboys. Ouais, c'est ça. J'avais envie de parler un petit peu de Dallas parce que c'est une équipe, je trouve, on n'en parle pas du tout durant cette off-season. Qui, depuis 2 ans maintenant, ils ont loupé les playoffs. C'est une équipe qui déçoit depuis quelques années maintenant, mais j'ai l'impression qu'on oublie un petit peu les armes une fois qu'elles sont en forme et qu'elles sont pas blessées, quoi elles représentent en fait. Parce qu'on a un Dak Prescott qui, malgré tout, malgré son contrat qui est quand même très très cher, c'est quand même un très bon quarterback une fois qu'il est en forme. Il a quand même fait des saisons pas loin de calibre MVP. Certes, il a des limites en playoff, ça je suis bien d'accord, mais je pense qu'en saison régulière en tout cas, il peut emmener Dallas chercher une place en playoff. Et tu as des mecs comme CeeDee Lamb, qui est quand même une superstar à son poste, qui sort d'une moins bonne saison l'année dernière, mais parce qu'il y a eu quelques pépins et que Prescott n'était plus là non plus. Mais la saison d'avant, je crois qu'il sort à 1700 yards quasiment. Donc je pense qu'on n'a pas non plus beaucoup des joueurs qui peuvent se lâcher une saison à 1700 yards. C'est quand même un joueur ultra talentueux, qui est encore jeune, qui arrive dans son prime, qui est pas loin qui est dans cette caste pour moi des Ja'Marr Chase, des Justin Jefferson, qui est vraiment dans ce lot-là de joueurs ultra talentueux sur la position de receveur. Et t'as un Micah Parsons aussi, tu vois, qui pareil peut être un candidat DPOY chaque année. Il y a ces problèmes autour de son contrat, donc ça aussi, c'est des questions un petit peu qui restent en suspens. Et on va peut-être y revenir dans les joueurs à suivre sur les prochains épisodes. Mais vraiment, cette équipe, j'aime bien ce qu'ils sont en train de faire aussi sur la O-line. Ils sont en train de rajeunir cet effectif, notamment sur la O-line. Et on sait que Dallas a toujours eu des O-line dominantes. En tout cas, quand Dallas marchait, c'est parce que justement, ils avaient des O-line dominantes. Ils ont investi sur plusieurs Tyler et d'autres joueurs très intéressants au niveau universitaire qui ont déjà montré des belles choses. Hein. Je pense aussi à Tyler Smith, qui s'impose comme un des meilleurs gardes NFL très concrètement sur la position. Donc non, très sincèrement, cette offense peut bien marcher. J'ai un peu plus de questions sur le poste de running back, mais en soi, tu as fait venir Pickens sur les receveurs, donc je pense que c'est quand même une équipe qui va axer son jeu beaucoup plus à la passe qu'à la course. J'espère quand même que le jeu de course sera un peu utilisé parce que tu as des joueurs sur la O-line qui peuvent t'ouvrir des brèches assez sympas pour tes running backs. Et cette défense, comme on le sait, Dallas, c'est toujours été une défense opportuniste qui crée des turnovers. Tu as quand même Darren Bland, tu as quand même des Trevon Diggs qui sont capables de faire des grosses interceptions. On va espérer qu'ils soient tous les deux en forme pour bien marcher. Tu as des questions sur les squads de linebacker avec des Marion Overshawn qui avaient montré des très belles choses avant de se blesser. Cette D-line est dominante aussi. Moi, j'aime beaucoup le pick qui a été fait de Eze Ruaku à la draft. Et si ça match bien et s'il a tout le talent qu'on pense de lui et qu'il arrive à l'exploiter, en fait, tu as un pendant à Parsons et en fait, tu deviens inarrêtable sur tes extérieurs, en tout cas face aux offensive tackle adverses. Donc, cette équipe peut vraiment être sympa à suivre. Mais je me demande s'il y a vraiment encore ce plafond de verre. Ils arriveront à le péter un jour et à passer au moins peut-être un tour ou 2 tours de playoff. Ça, ce sera la grande question. Donc, c'est pour ça ma question, c'était est-ce que Dallas peut encore nous surprendre? Je pense que oui, mais va falloir. On espère que ce soit pas en mal, quoi. Voilà, c'est ça. On espère que ce soit pas en mal parce que ces dernières années, c'était toujours un peu compliqué de voir cette équipe-là. C'est marrant parce que quand tu dis que ça fait 2 saisons qu'ils sont pas allés en playoff, tu as presque l'impression qu'une bonne saison des Cowboys pourrait faire d'eux une darling. Ils cocheraient presque les cases, mais sauf qu'en fait, c'est une franchise trop grosse
Ça me rappelle l'époque Lakers Kobe Bryant au milieu des années 2010, là, où le mec jouait tout seul avec 4 bouts de bois à côté de lui et où c'était triste. Tu savais que ça allait galérer pour faire les playoffs et que ça pouvait pas gagner le titre. J'espère que les Cowboys vont pas tomber là-dedans à cause des blessures. Parce que lui, pour le coup, en tout cas, Prescott et son attaque, ils sont hyper bien entourés. Tu l'as dit, la défense, si tout le monde remplit son contrat et reste dans l'équipe, il y a moyen que ça tourne très très bien. Allez, on va rester dans la même division. Équipe qui a un autre genre de problématique. Les Eagles, comment est-ce qu'ils vont gérer cette saison post-titre? Et je me pose vraiment la question parce que on parle quand même d'une des équipes les plus régulières des 4-5 dernières années. Hein. Ça aboutit du coup avec ce titre. Mais une fois que tu as gagné, on sait aussi que le plus dur, c'est de se maintenir au plus haut. Alors, ça travaille très très bien. Hein. On l'a dit quand on avait fait un peu les gagnants-perdants AFC, NFC. En NFC, les Eagles, moi je trouvais que on les avait mis en B, je crois. Finalement, on avait eu pas mal de débats là-dessus. On les avait mis dans le tiers B en mode ça bouge pas trop et en même temps, pourquoi ça devrait bouger? Ils ont déjà tout anticipé. Mais du coup, voilà, est-ce qu'ils vont réussir à garder cet élan merveilleux qui les a amenés jusqu'au Super Bowl? Est-ce que les équipes vont préparer différemment leur match contre les Eagles aussi? Ça, il y a toujours ce facteur où tu as beau avoir une O-line exceptionnelle et un Saquon dominant sur le poste, si les plans de jeu se heurtent un peu plus à cette envie de déployer du jeu au sol et de faire exploser A.J. Brown et Devonta Smith après, voilà, vraiment voir comment ça va s'adapter semaine après semaine. Est-ce qu'ils vont bien démarrer la saison aussi? Parce que tu peux vite douter si au bout de 4 matchs, sans que ce soit cata, hein, mais tu arrives en 2-2 et tu te dis: «Putain, c'est dur de remettre le coup de fouet qui te ramène tout en haut». Ils vont être dans une div hyper compliquée, hein. On l'a dit, les Cowboys, on les voit potentiellement rebondir. Les Commanders, est-ce que ça va se maintenir, ou pas? Mais en tout cas, il y a du talent et même les Giants, je sais que tu es très, très haut sur leur défense et franchement, on est à un bon, Russell Wilson, slash Jameis Winston, slash Jackson Dart d'avoir une attaque qui tourne parce que franchement, il y a du talent au sol et il y a un Malik Nabers qui pourra très vite rejoindre la discussion des Jefferson, Chase Elem s'il continue comme ça. Donc voilà, vraiment cette gestion post-titre, autant dans l'effectif que même dans le coaching staff, hyper curieux de voir les premières semaines des Eagles. Ouais, non, très clairement, très intrigué par voir si, en fait, ils ont digéré la pilule Super Bowl ou pas. Là, ils l'ont gagné, donc j'ai l'impression que ça peut aller dans 2 directions. Soit ils s'endorment un petit peu sur leur laurier ou soit, ils sont galvanisés, en fait, par ce succès et en fait, ils connaissent le chemin et dorénavant, en fait, ils arrivent à gérer, on va dire, à cruise un petit peu, durant la saison régulière et en playoff, ils activent un peu un mode comme les Chiefs ces dernières années. Donc non, ça va être, très intrigué en tout cas, enfin je suis très intrigué par, de voir, comment ils vont gérer un petit peu cela. Tu en as parlé, ils ont quand même un calendrier pas facile non plus. Après, les Eagles ont peut-être, les meilleurs effectifs en NFL. Donc pour moi, ils regardent tout le monde droit dans les yeux, voire même, ils sont un peu plus forts que la plupart de leurs affrontements, la plupart du temps. Donc pour moi, ils doivent finir au-dessus des 12-13 victoires, c'est un minima. C'est des standards qu'ils doivent avoir avec leur effectif. Donc je pense que Howie Roseman, comme il a bâti l'effectif, il est conscient de cet objectif et c'est un peu des minima qu'ils doivent respecter. Donc, cette équipe est parée pour un doublé, très, très concrètement. Et on verra s'ils arrivent à reproduire cet exploit. C'est la question que j'allais te poser sans spoiler les pronos. Est-ce que pour toi, c'est l'équipe numéro 1 comment dire, au classement à sa propre succession? Oui, oui, très sincèrement, c'est toujours la meilleure équipe. C'est toujours la meilleure équipe pour moi NFL. Pour moi, je me faisais avant, il y a quelques semaines, je m'étais fait un classement un petit peu de chaque escouade.
chaque escouade qui comment ça s'appelle, de gérer entre chaque équipe, en fait. Ouais. Et derrière, bah, à la fin, j'ai fait mon calcul, mais c'était les Eagles qui étaient les numéros 1 en NFL. Et ils sont complets partout, que ce soit sur les lignes, que ce soit sur les skills players, que ce soit sur la défense au global, c'est la linebacker, et cetera. C'est une équipe qui est ultra complète. Donc à un moment donné, ils se doivent de croire encore en leur chance d'un deuxième titre. Donc Et sur le banc de touche, est-ce que pour toi, le coaching staff est capable de se renouveler assez, quoi? Parce que ouais, les mecs sur le terrain, je pense que gagner, ça galvanise, ça peut te donner la dalle. Tu te dis: «Allez, étape d'après, on marche sur la ligue». Mais tu vois, c'est aussi à quel point sur le banc, ils sont capables de s'adapter. Je sais pas où je classe leur coaching staff, dans la hiérarchie des coaching staff NFL. oh, c'est pas une interrogation, j'ai envie de dire, mais on est au courant qu'il peut y avoir certaines limites, sur le coaching staff. On verra si, cette année, on ressent les limites, hein. On avait vu il y a quelques années qu'il y avait eu un moment où ils avaient commencé la saison quasiment 11 victoires et puis après ils s'étaient écroulés, un peu venus de nulle Ouais. part. On espère que ce sera pas la même chose non plus, ou en tout cas qu'ils arriveront à mieux gérer, cette dynamique. Donc non, franchement, c'est une équipe qui en tout cas est paré pour sa propre succession, et je pense qu'il va être toujours très compliqué à affronter, dans la NFC, en 2025. Bah, écoute, visiblement, cette, division nous a pas mal inspirés, puisque ton dernier sujet, concerne un joueur des Commanders. C'est ça, j'ai entendu beaucoup de gens dire que, Jayden Daniels, va connaître une deuxième moins bonne saison, un peu à la manière de CJ Stroud, et personnellement, je suis pas trop d'accord en vrai. Ouais. Enfin, j'ai envie de prendre le contre-coup de ces accusations, on va dire. Et et puis, non, mais très sincèrement, la saison qu'il nous a faite l'an dernier, c'est même au-dessus de ce qu'avait montré CJ Stroud, et il a quand même réussi à emmener, des Commanders, à qui on promettait l'enfer, jusqu'au final de conférence, et son style de jeu, vraiment, était assez inarrêtable. Ouais. C'est un joueur quand même qui est très précis, qui a des bonnes cibles, qui a créé des vraies connexions avec ses receveurs stars, notamment McLaurin. On espère qu'il fasse la même avec sa Deebo Samuel. Et je pense que l'off-season, on en avait parlé avec l'épisode avec Ryan, mais ils ont tenté, en tout cas voulu de le protéger encore plus avec Larry Tunsil et leur premier tour à la draft. Donc c'est pour moi une bonne stratégie qui a été mise en place, et c'est à l'inverse des Texans qui ont peut-être donné un peu plus de cibles à CJ Stroud, mais qui l'ont pas entouré pour le protéger assez bien, je trouve, surtout l'année dernière. Je pense que Jayden Daniels ne va pas connaître de baisse de régime, et qui va maintenir quand même cette équipe des Commanders à un niveau compétitif. Donc je les vois très concrètement se battre pour les playoffs. Ça va être compliqué parce que la division, elle est hyper corsée. On Ouais. vient de parler des Eagles et des Cowboys, mais c'est une division qui est hyper forte. Et s'il arrive encore à finir deuxième, voire même peut-être à atteindre une première place, voilà, faudra se poser la question. Enfin, même, je pense qu'il n'y aura même plus de questions à se poser en fin de compte, parce qu'on sait déjà que c'est un franchise quarterback. Mais là, ce Ouais. sera vraiment un top 5 à sa position, limite pas loin. Et je pense qu'il est dans ce range-là, aux portes du top 10, ou même dans le top 10 déjà pour certaines personnes. Mais il peut vraiment atteindre le niveau supérieur dès cette année encore. Ouais, totalement d'accord. Vraiment, moi, ma seule interrogation, c'est: est-ce qu'ils vont réussir à retenir McLaurin? Parce que, contractuellement, en tout cas au moment où on enregistre, contractuellement, c'est compliqué. Peut-être qu'au moment où vous écouterez cet épisode d'ailleurs, cette, phrase sera totalement caduque. Mais, ouais, c'est savoir si les armes autour de lui, ça va le faire. Parce que si tu venais à avoir un McLaurin qui ne veut pas rester ou qui ne veut pas jouer, faudrait rebondir très, très vite pour lui donner une cible, et il y a quand même le temps de construire une relation sur le terrain. C'est même quand tu as du talent, c'est pas si simple. Donc voilà, c'est la seule interrogation, que j'ai autour de Jayden Daniels. Mais je suis d'accord avec toi. Pour moi, rien de comparable avec CJ Stroud. Pour moi, on est au-dessus en termes de niveau, en termes de talent. Vraiment, je prends tous les jours Daniels et je réfléchis pas une demi-seconde, quoi. Clairement. Non, clairement. Mon dernier sujet, l'attaque des Titans. Et non, je ne vous parle pas de cet animé exceptionnel qu'il faut absolument regarder si vous ne l'avez pas encore fait.
Mais voilà, j'étais obligé de mettre un sujet qui parle de ma franchise du Tennessee. Je suis ultra curieux de savoir euh, déjà à quel point Cam Ward est bon ou pas, à quel point ce qu'on a pu voir de lui peut fonctionner en NFL. Je suis curieux de voir la hiérarchie parmi les cibles. Quand on va voir l'escouade de receveurs des Titans, globalement, il n'y a pas de vrai numéro 1, je trouve, même si Calvin Ridley est celui qui se dégage un peu et qui a montré le plus de caractéristiques pouvant tendre là-dessus, mais la profondeur, et je pense qu'il y a peu d'équipes qui, comme les Titans, peuvent dire bah, moi, je peux aligner 7 ou 8 receveurs qui, normalement, doivent pouvoir jouer en NFL. Alors, est-ce que vaut mieux avoir un bon numéro 1, un numéro 2 OK, un numéro 3 boiteux et puis rien derrière, ou avoir 7 numéro 2, je ne sais pas. Mais voilà, curieux de voir ce que ça va donner. Le jeu au sol aussi, j'espère que Tyjae Spears enfin va prendre les devants. Je pense que c'est un meilleur joueur que Tony Pollard, en tout cas sur des pures caractéristiques de running back. Mais je pense que Pollard restera dans le mix, notamment parce que c'est pas un bloqueur ridicule. Et puis voilà, vraiment, j'attends même pas grand-chose de la défense parce que l'année dernière, ça n'a pas été la plus horrible. Elle n'était pas vraiment pas ouf. On était bottom tier, mais par rapport à l'époque où on gagnait et où on savait que la défense était vraiment une limite, là, j'ai envie de te dire déjà, allons chercher nos, je l'espère, 7, 8, rêvons peut-être de 9 victoires en étant vachement portés par cette attaque et en étant surpris de temps en temps par une défense. Mais voilà, je veux déjà me dire, ok, Cam Ward, je suis sûr de lui. Ok, Spears, on peut lui donner des ballons. Ok, dans ces 7 ou 8 joueurs qu'on a, bah, on a de quoi avoir une escouade où il y a 2 ou 3 joueurs qui ont le niveau d'être un numéro 2, et puis on ira chercher un vrai numéro 1 pour Cam Ward pour remplacer le contrat horrible de Calvin Ridley. Enfin voilà, je veux juste rêver un peu, je veux juste voir de belles promesses. C'est tout ce que je demande. Vraiment, c'est Voir tout ce que je des demande. passes en spirale atteindre les mains de ton receveur aussi, ça c'est pas mal. Ouais, oh là là. Parce que Will Levis, c'était 1 sur 10. Alors, quand ça arrivait, c'était souvent très très beau, mais l'angoisse, vraiment ce quarterback. Après, on a bien fait de tenter. Hein. On l'a eu pour un deuxième tour, à une époque où on ne savait pas trop où il était situé. Moi, à l'époque, j'étais content qu'on tente l'expérience. Ça n'a pas marché, fine, mais j'étais content qu'on tente Oui, l'expérience. tu tentes au moins. On va Mais pas en là, vouloir. c'est un 1-0-1, Cam Ward. On l'a pris. Alors, dans cette classe de draft, il y avait Abdul Carter. Je serais un peu plus déçu si ça fonctionne pas, clairement. Là, après, moi, je suis d'accord avec toi. En tout cas, l'attaque des Titans, moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses de positives qui ont été réalisées cette off-season. On en a parlé, Cam Ward. J'en ai parlé également durant l'épisode sur les rookies. Je vous invite à aller écouter. C'est quand même une des principales attractions de cette année 2025. Et vraiment, cette offense, bah, tu en as parlé, les cibles. Moi, j'aime bien aimer l'ajout de Tyler Lockett. Ouais. Je trouve que c'est quand même un vétéran qui sait quand même très bien encore, enfin, en tout cas, de donner de fiers services pour son quarterback, même s'il est sur la fin, bien évidemment, mais il a encore, je pense, de beaux restes et qui peut être ce receveur numéro 3. On a aussi investi du côté des Titans sur des rookies. Eli Kayo Manor, qui est un peu ce receveur à l'extérieur, Ouais. qui a un gros gabarit, profil un peu plus à la réception, qui a des qualités athlétiques assez intéressantes, qu'il faut développer, des bonnes mains et qui a montré des belles choses. Donc ça, c'est pareil, ça sera à développer durant cette saison, ça va être intéressant de voir. Shimer Dyke, qui est un receveur de Florida, qui est un peu un profil un peu de speedster. Et ça, c'est toujours bien d'avoir des joueurs capables d'étirer les défenses adverses. Tu as aussi Xavier Restrepo, évidemment, qui est le copain de Cam Ward et que Alex adore, évidemment, le chouchou. Et cette O-line aussi, moi j'ai envie de dire, on n'en a pas parlé encore, mais cette O-line, pour moi, il y a eu des gros investissements qui ont été faits. Kevin Zettler, pour moi, est toujours un bon garde en NFL, même s'il arrive sur la fin. Donc il peut encadrer les jeunes et ça peut être toujours aussi bien. Tu as Dan Moore que tu es allé rechercher du côté de Pittsburgh. Ça, pareil, donc ça, c'est toujours, même si tu l'as surpayé, hein, bien évidemment, on avait critiqué ce côté-là, mais en tout cas, tu as quand même un meilleur starter que ce que tu avais avec Petit Frère. Alors, je sais que je crois que donc, Dan Moore va jouer à gauche et tu vas rebasculer Latam à droite en tant que tackle droit, qui était sa position à Alabama en sortie d'université.
as toujours Skoronski qui progresse doucement mais sûrement. Cushenberry, tu avais investi l'année dernière déjà durant la free agency, qui n'a pas fait une énorme saison, mais qui peut rebondir. Pour moi, cette O-line, elle est vraiment. Il y a un peu des joueurs sympas à suivre. Ça va être sympa de voir si ça clique ou pas et voir si ça peut aider ton jeu au sol et aussi, en tout cas, arriver à protéger Cam Ward avec ces joueurs-là. Ah là là, avec tout ce que tu as dit, là, j'ai les mêmes frissons de PA devant ces tableaux Excel. Donc vraiment, c'est... Non, mais sur le papier, il y a des investissements et ça, on peut pas le nier. Ça va être maintenant aux mains du coach O-line et du cordeau offensif, en tout cas même du coach Brian Callahan, de mettre tout ça en place et d'espérer que Cam Ward puisse être le chef d'orchestre de cette équipe. Ouais, là, tu viens de glacer mon enthousiasme. Tu m'as rappelé qu'on avait Brian Callahan assis sur le banc. Après, il avait Will Levis en QB quand même, ça va. Tu peux lui donner des excuses un petit peu encore. Oui, Mais oui, mais bon, déjà, j'étais pas fan de ce qu'il faisait avant côté Bengals, donc où je trouvais souvent ça très bof. Quand il avait signé chez les Titans, je m'étais demandé pourquoi on ramassait les poubelles des coordinateurs. Enfin, tous les ans, il y en a une flopée de mecs qui sont ultra talentueux. Et nous, on va chercher un gars qui était coordinateur de Zach Taylor, quoi. Genre. peut-être c'est un nom dont on va reparler dans un épisode spécial dédié au coach. Ah ouais, l'arbre bien pourri où tu as envie de couper les racines et faire en sorte que ça se répande pas trop en NFL, quoi. Vraiment. Allez, 11e sujet, c'est un peu comme dans Motus. Une fois que tu as trouvé les 10 mots, t'en as un 11e bonus. Oh, les références, quoi. C'est vrai, je dis Motus, c'est vrai que si vous êtes un peu jeune, vous n'avez pas vu Motus à la télé, ils ont arrêté l'émission il y a plusieurs années maintenant. Donc, 11e sujet, Alexandre, tu m'as dit que tu en avais un, je te laisse la main. Ouais, j'avais pensé en tout cas à parler d'un joueur qu'on a vu dans une série Netflix dernièrement, Joe Burrow. Je me demande s'il est capable de reproduire sa saison de MVP. Parce que l'année dernière, on oublie peut-être un peu, mais je pense qu'il a un bilan positif, ou en tout cas un bilan de 17, 11-7 d'être MVP pour moi, parce qu'il est quand même, il fait une saison monumentale à Ouais. porter cette équipe des Bengals. Et je crois que dans l'histoire, c'est arrivé très peu de fois qu'un quarterback arrive à perdre 4 matchs, ou alors que son équipe a marqué 35 points. Donc ça, c'est quand même des choses, quand tu regardes les doubles confrontations, par exemple, face aux Ravens, ou certains autres matchs où en fait il est là, il porte l'équipe, il porte l'offense, avec notamment l'aide de Jamar Chase et d'Higgins, ou même de Gesicki. Et il fait vraiment ce qu'il peut, mais cette défense a concédé trop de points et il a vraiment, je pense, fait tout ce qu'il pouvait pour faire une grosse saison. De toute façon, on le voyait dans le documentaire Netflix que je vous invite peut-être à aller regarder si vous n'avez pas encore vu, mais c'est intéressant ce passage-là où vraiment il dit moi je ne peux rien faire de plus, j'ai fait une bonne saison et je pense que je mérite le MVP, mais enfin, il sait qu'avec son bilan, il ne pourra pas l'avoir, donc c'est toujours compliqué. Et moi, ma question, c'était de savoir, est-ce que les Bengals déjà peuvent entourer avec la défense Joe Burrow d'une meilleure manière? Et derrière, est-ce que lui est capable d'effectuer un bis repetita de sa saison incroyable de cette année qu'il a montré? Les Donc Bengals, honnêtement, ils sont à ça du titre. Le ça, c'est un coach et 11 joueurs défensifs. Vraiment, pas grand-chose. en plus, on connaît très bien, on sait que c'est une équipe qui a été capable de battre Mahomes, qui peut poser des vraies difficultés aux Chiefs comparé à ce qu'ont fait les Bills et les Ravens ces dernières années. C'est une équipe qui connaît la recette pour battre les Chiefs. Et Joe Burrow est un quarterback qui est capable de t'emmener au Super Bowl. Il a ce talent-là. Et là, il arrive dans son prime. C'est pour moi, je pense, à l'instant T, si tu me dis que Joe Burrow est le meilleur quarterback NFL, je vais pas te dire non. Tu vois, je pense qu'il est pour moi, il est dans ce range de Josh Allen, Lamar Jackson et Patrick Mahomes. Et pour moi, c'est les quatre fantastiques, on va dire, de quarterback de la NFL. Tu sais que cette phrase, il y a quand même des gens, ils vont te poster le même avec les gars qui font du paintball et le clown au milieu en te disant que le clown, c'est Lamar Jackson. Et le mec, il a 2 MVP, donc c'est dur de cracher sur un joueur comme ça. Après, comme on l'a dit, hein, c'est une équipe, c'est un sport quand même qui se joue à 11 sur le terrain sur chaque position. Donc, des fois, il y a des escouades qui n'arrivent pas à faire le travail nécessaire pour permettre à ton quarterback d'aller chercher plus haut
On voit que Mahomes arrive à aller au Super Bowl ces dernières années parce que aussi justement il y a une défense qui est exceptionnelle. Mm. Il y a un moment donné où si les Bengals ils n'arrivent pas à avoir ce type de défense là ou quoi que ce soit, je pense que ça va être compliqué pour eux d'y retourner. Malheureusement, c'est dommage parce que tu sais qu'ils les ont déjà battus une fois et qu'ils peuvent très bien le refaire s'ils ont l'équipe, les armes nécessaires pour se battre contre eux. Ouais. Le football est un sport qui se joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est les Chiefs qui gagnent. Je crois que c'était ça la phrase de Gary Lineker. Exactement. Eh bien, Alexandre, magnifique. On a un timing, genre, là, comme ça, on est le premier duo à faire l'épisode. On arrive à tenir en 1 heure, c'est bien. Souvent, ces épisodes-là, en avant-saison, on sait que vous les attendez, vous les voulez ni trop courts, ni trop longs. Je suis très content quand je vois le chrono qui s'approche des 1 heure. Vraiment, je me dis, on a bien bossé. Là, c'est bien. Là, les gens ils vont pouvoir aller courir ou dans les transports, faire un petit truc pendant les vacances, pouvoir écouter le podcast paisiblement. Donc ça, c'est top. Ouais, je vous spoil les 2 autres duos qui sont prévus pour ces 11 choses à suivre qui feront la partie 2 et la partie 3. Donc comme ça, voilà, encore plus de choses à regarder quand la saison va reprendre. On a un duo Alex Anto, 2 fans des Saints qui vont pouvoir parler ensemble, puisque voilà, Alex est en train tranquillement de trahir son équipe. Et enfin, PA et Doug, notre hipster préféré avec notre beauf préféré. On ne pouvait pas faire un duo plus différent que ça. On les a bien réfléchis. Voilà, on a mis un peu de balle orange ici, des fans des Saints. On est bien. Tout est millimétré chez nous. C'est ça. En tout cas, on espère que cet épisode vous a plu. C'est pas terminé, donc comme je vous l'ai dit, les épisodes à suivre, on aura encore des choses pour la saison 2025, l'habituel exercice du over-under auquel on aime bien se prêter avec Alex, des prédictions de trophées, un power ranking et bien évidemment, j'en ai déjà parlé en live, mais il y aura mon épisode Hot Takes. J'en ai déjà 2 sur mes 11 en tête là, ça se construit petit à petit. Je vous le dis, cette année, il va y avoir un haut taux de réussite. Vraiment, préparez-vous, les fléchettes dans le mille, ça va être parfait. Faudra couper la vidéo et bien la ressortir dans 1 an. Ouais. Il y aura un haut taux de réussite et après tu montres le résultat, tu vois. T'inquiète, de toute façon, il y en a dans le Discord, ils font les comptes. Donc, je vais pas pouvoir contourner ça. Je refais le petit instant promo avant qu'on se laisse. Suivez-nous le front office sur l'ensemble des réseaux sociaux. Rejoignez-nous sur Discord. Mettez aussi un pouce ou des étoiles en fonction de la plateforme où vous êtes. Partagez-le autour de vous à d'autres fans de sport. Parce que oui, si les gens sont fans de sport, ils vont adorer la NFL et c'est vraiment le moment de monter dans le wagon. Alexandre, merci beaucoup pour cet épisode. Merci à toi. Encore un plaisir. Je me sens plus intelligent autour de la NFL quand tu es là. Je me dis, il va pouvoir compléter les trucs et tout. Il va y avoir moins de moments de flottement. C'est parfait. Merci. En fait, nos épisodes à deux, c'est un peu du tutorat. Alex, il s'est dit, bon, Jérôme, c'est le mauvais élève de la classe, je le mets avec le bon élève et il va s'améliorer. Et puis en plus, toi, je sais que tu aimes bien faire des petites références au basket et il n'y a que moi qui peux les comprendre. Donc ça aussi, Ouais. c'est t'aimes bien, je pense. Ouais, c'est vrai. Après, je vois Doug, sinon, qui se met à souffler, qui lève les yeux. Enfin, c'est insupportable. Il prend sa balle perdue. Exactement. Allez, messieurs, dames, on va se laisser là-dessus. On vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous écouterez cet épisode. Et vive le foot.